Du coup, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour cette conf où je vais parler de MetaZe. Alors, c'est la version un poil plus longue, pas de beaucoup, d'une conf que j'ai donnée au Spawn Festival il y a 2 semaines à Angoulême. J'ai cook comme jamais. À la base, je voulais proposer cette conférence à la GDC, mais il y a un petit truc qui s'appelle le fascisme qui est arrivé aux États-Unis. Et j'avoue, j'avais pas full envie de me pointer avec un visage masculin là-bas. J'avais pas non plus envie de risquer de me faire black bag par là ici avant d'être envoyé dans un des camps de concentration de Trump ou violé dans une prison pour hommes. Peut-être même les deux. J'ai un peu plombé l'ambiance. Hein. Bref, vous inquiétez pas, on va mettre ça de côté pour la fin de la conf. Moi, c'est Lénofi, je fais un peu mille trucs. Je suis ici car je suis une développeuse au sein du collectif Bunstack. On a travaillé sur Packret Down the Bun Burrows, un jeu de puzzle sur lequel je vais revenir plus en détail juste après m'être présenté. Parce que du coup, je fais pas que du game design, enfin, je fais pas que. Oh là là, qu'est-ce que je viens de dire? Je fais pas que du jeu vidéo, je suis aussi streameuse. Si vous avez vu passer des clips de moi sur Twitter, je suis sincèrement désolée pour les traumatismes. Qui me connaît via Twitter un peu là? Ouais, je suis désolé. Hein. Bah, désolé. Et enfin, je suis présentatrice du podcast Game Dolls Advance, un podcast jeux vidéo entre meufs trans, où on partage nos points de vue marginaux, où on cause syndicalisme, féminisme, antiracisme dans l'industrie du jeu vidéo. Et c'est pas que des buzzwords, hein, on a vraiment parlé de tout ça. On a produit de la réflexion et de l'enquête sur chacun de ces sujets. On est notamment les premières en France à avoir couvert et analysé le retour du Gamergate. On est 6 meufs derrière l'émission et voici un petit palmarès de mes chroniques, dont une qui était déjà un petit aperçu du contenu que je vais vous partager aujourd'hui. J'avais fait une chronique MetaZe. Alors je suis là aujourd'hui évidemment pour causer Bun Burrows. C'est mon petit bébé lapin qui bave partout. Je vous mets le petit trailer, puis je vous le présente. Il y a plein de lapins. Et voilà, disponible sur Steam, GOG et Epic Games. Qui a déjà joué ici? Ok. Les autres, je vais vous spoil, hein, vous le savez ça. Hein. Alors, donc, Packret Down the Bun Burrows, que j'abrégerai en Bun Burrows. Et non en Packret, il faut l'abréger en Bun Burrows. C'est un jeu de puzzle où il faut exploiter l'IA de petits lapins pour réussir à les coincer dans des recoins et les capturer. Vous pouvez l'imaginer comme un jeu de Sokoban, sauf que les caisses, elles vous fuient et elles sont toutes mignonnes. On a réalisé le jeu à 3, donc avec Packret sur la direction artistique et le graphe, et avec Herbie Puppy à la composition et au sound design, et moi sur le reste, game design, level design, programmation, shaders, écriture, marketing. Je dors pas beaucoup. On a bossé dessus pendant 2 ans sur notre temps libre de manière complètement irrégulière. Il y a eu des phases où on a fait des pauses de 6 mois pendant le dev. En vrai, si on mettait tous les moments de développement bout à bout, ce serait plutôt un jeu qu'on aurait fait en 8 mois, je crois. Mais en vrai, le recul était vraiment nécessaire, je crois, pour vraiment réfléchir le jeu. Donc on l'a sorti en août 2023 sur Steam, GOG et Epic. On a vendu plus de 25 000 copies. On était nominé parmi les meilleurs premiers jeux des Pégases 2024. Et j'ai eu mon petit post-mortem à la GDC, avant le fascisme. Le jeu est noté extrêmement positif sur Steam, avec bientôt 900 reviews. Peut-être qu'on les a dépassés depuis que j'ai écrit les slides. Je crois que c'est un bon jeu.
C'est possible, je suis pas sûr. Non mais, oh, pitié. Laissez-moi genre humble brag, mais genre c'est bizarre si vous applaudissez après en fait. En parlant de reviews, il y a un mot qui revient beaucoup dans celle-ci, et c'est le sujet de cette conférence, c'est le mot méta. Pourtant, le jeu, il brise pas le quatrième mur. C'est pas un beginner's guide du jeu de puzzle. C'est pas un méta-commentaire philosophique sur ce que ça signifie sur la condition humaine que de résoudre un puzzle. Je m'appelle pas Jonathan Blow, je suis pas là pour me branler intellectuellement sur mes jeux de puzzle et me prendre pour Dieu quand je les conçois. Bun Burrows, c'est un bête jeu de puzzle où on capture des lapins. Et pourtant, les joueuses y ont trouvé un supplément d'âme. Un petit quelque chose qui avait sous la surface, qui a capté leur attention et les a rendus obsessifs sur le jeu. Mais pour ça, il va falloir creuser. Alors de base, comment il marche le jeu? On joue Pâquerette, elle veut capturer des lapins. Quand on est trop proche, le lapin, il s'enfuit, et jusqu'à ce qu'il soit de nouveau suffisamment loin de Pâquerette. Basique. S'il le peut, il fuit à l'opposé. Là, vous voyez, on s'approche, il fuit à l'opposé. S'il est bloqué contre un mur, il essaiera d'aller vers sa gauche, sinon vers sa droite. Évidemment, le lapin, il a des yeux, donc s'il voit qu'il ira vers un cul-de-sac, pareil, il ne va pas y aller. Et du coup, le jeu, ça consiste tout simplement à micromanager le lapin pour l'emmener dans un cul-de-sac qui n'est pas évident, pour réussir à le coincer. Au fil du jeu, on va avoir différentes mécaniques. On a aussi des tunnels, qui sont du coup des murs que les lapins peuvent traverser, mais pas nous. Et on aura différentes mécaniques pour nous aider dans la capture des lapins qui vont arriver ensuite. On a d'abord les cages. Donc en fait, c'est des choses qu'on pose sur le sol et que le lapin il va esquiver. Et que si jamais le lapin marche dessus, il va se trouver coincé, comme ici. Ensuite, on débloque les pioches. Donc ça permet de casser des murs dans le layout du niveau. Et donc, ça permet de changer la topologie du niveau. Soit pour créer des nouvelles impasses, soit pour mettre de nouveaux possibles en termes de micromanagement du lapin, avoir des manipulations plus précises, etc., etc. On aura ensuite les carottes qui servent d'appât. Donc si le lapin voit une carotte et qu'elle n'a pas l'air coincée dans un cul-de-sac, il ira en priorité par rapport à ses choix habituels. Donc on peut comme ça manipuler un peu son pathfinding. Et enfin, dernière mécanique de base, on a les pelles qui permettent de poser nous-mêmes le trou de fin de niveau qui va changer le point de spawn du niveau suivant qui est en dessous. Parce que les niveaux ils sont superposés les uns aux autres. Ça sera important pour la suite. Alors là, les level designers qui sommeillent en vous, vous venez de prendre un 5e café parce que là vous dites putain, là je suis à une nuit blanche, je vais faire 50 niveaux parce que ça permet toujours tellement de choses différentes ces mécaniques. Et vous auriez raison, mais à part peut-être vaguement l'appel, il n'y a toujours pas l'ombre d'un méta-jeu, il n'y a toujours pas l'ombre d'une mécanique secrète. Du coup, qui est spoil de c'est quoi le méta-jeu dans Bun Burrows? Ok. Avant ça, évidemment, je vais vous expliquer c'est quoi un méta-jeu dans un jeu de puzzle. Alors je suis désolé, je n'ai pas spoil que Bun Burrows. Je vais évidemment vous spoil d'autres jeux de puzzle connus. Baba Is You, A Good Snowman Is Hard to Build, The Witness et Can of Wormholes. Couvrez vos yeux, éteignez vos oreilles, je sais pas, tant pis pour vous. Dans The Witness, vous vous baladez sur une île où vous résolvez sur des panneaux des labyrinthes avec des règles supplémentaires à chaque fois. Tous les labyrinthes ont pour point commun de commencer par un rond où on va sélectionner, comme ça on va appuyer sur le petit rond, on va tracer une ligne pour finir sur un demi-cercle. Et du coup, après, c'est juste naviguer les différentes mécaniques qui existent. Mais à un moment du jeu, on réalise ceci. Il y a des ronds suivis de traits arrondis partout dans l'environnement, pas juste sur les panneaux. Ils sont là dans l'environnement, en perspective, dans les angles, dans les ombres, dans les cours d'eau, dans les feuillages. Parfois, c'est en mouvement. Des fois, il faut se mettre sur un bateau et pour voir la forme apparaître et puis disparaître. Des fois, il faut genre démarrer un truc à l'autre bout de la map, traverser la map en courant pour voir le pattern se dessiner au loin. Dans A Good Snowman Is Hard to Build, vous devez empiler des boules de neige de 3 tailles différentes pour faire des petits bonhommes de neige mignons. Et en fait, les boules de neige, elles grossissent quand vous les roulez sur de la neige par terre. Et donc ça, c'est la mécanique de base du jeu. Et à un moment dans le jeu, on réalise ceci. Il y a un monde parallèle où les boules à connecter se situent là où les bonhommes de neige ont été finalisés dans le monde de base. Donc si j'ai mis le bonhomme de neige en haut à droite du niveau dans le monde de base, du coup ça fera une boule en haut à droite du surniveau méta par-dessus. Et donc il faut refaire autrement tous les niveaux de base du jeu pour permettre la résolution sur la seconde layer.
Ça fait mal à la tête. Hein. Dans Canard From Halls, vous devez faire rentrer des vers dans des encoches. Ils peuvent s'allonger en mangeant, se faire découper, tourner sur eux-mêmes. Il y a vraiment plein de sous-mécaniques possibles avec l'environnement, etc. C'est déjà bien complexe de base. C'est un des rares que j'ai pas réussi à finir. Mais à un des moments dans le jeu, on réalise ceci. Les mondes dans lesquels vous naviguez sont eux-mêmes aussi des vers géants déplaçables. Et il faut les agencer correctement entre eux afin de faire des ponts entre les niveaux pour tracer un chemin entre les niveaux qui étaient jusque-là indépendants. Et c'est un des objectifs secrets du jeu. Et enfin, par là c'est mieux, dans Baba Is You, vous déplacez des blocs qui contiennent des mots, et quand les mots forment des phrases, ils décrivent les règles qui régissent le niveau en cours. Et du coup, le jeu, ça revient à du coup, découvrir régulièrement des nouvelles entités et des nouvelles synergies entre ces différentes entités. Mais à un moment dans le jeu, on réalise ceci. Il y a un mot-clé level. Et si vous dites que, par exemple, level, donc niveau, est un drapeau, on est éjecté du niveau, on revient sur la map du monde complet, et le niveau, le petit carré du niveau comme dans un jeu Mario, ça devient un drapeau. Et en fait, en créant les bonnes entités à travers la map, on peut créer un baba, on peut créer un drapeau, et du coup, la map monde, elle devient un niveau gagnable. Et quand vous le résolvez, du coup, vous êtes assis sur la map de la map, et le jeu vous fait ça plusieurs fois. Là, vous allez voir, hop, je gagnais la map monde, et là, surprise, il y a un nouveau monde secret. Et le jeu vous fait ça 4-5 fois, et vous réalisez que vous avez tant sué sur ce qui représente à peu près les 15% du jeu. Tous ces éléments-là, ils créent un sentiment d'épiphanie. Et c'est une épiphanie bien plus prenante que celle que vous ressentez car vous comprenez le petit truc d'un niveau. On est habitué sur un jeu de puzzle, chaque niveau, s'ils sont bien conçus, vous allez découvrir, vous allez avoir le petit moment de haha, c'est évident. Mais là, on est sur un cas où, quand vous avez cette épiphanie typique, par exemple, de Baba Is You, ça va vous faire interpréter tout le jeu entier. Vous découvrez le sursystème qui régissait secrètement le jeu jusque-là. Vous redécouvrez le jeu entier sous un œil nouveau. Alors, c'est quoi le métageu dans Bun Burrows ? Beaucoup de choses. Il n'y a pas qu'une seule épiphanie, il y en a plusieurs dans Bun Burrows, et chacune est une brique pour atteindre et résoudre l'ultra late game. D'abord, dans Bun Burrows, on réalise que quand il y a plusieurs lapins dans le même niveau, et ça n'arrive pas souvent, c'est assez rare de base, tu peux les empiler, ils vont faire une pile de lapins et ça va faire un bébé. Oui, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, les bébés, ils ont un compteur caché en haut de lui, mais de base, il n'est pas là. Et quand on fait un bébé lapin, hop, maintenant, il y a un nouveau compteur qui apparaît. Tu te dis, ah putain, il faut aussi capturer des bébés lapins. Mais il n'y a que, 3 niveaux, il y a plusieurs lapins. C'est un peu bizarre comme mécanique. En plus, quand tu retournes voir Ophéline à la surface, donc c'est une petite PNJ qui est un prénom étonnamment proche du mien, elle te propose des nouvelles mécaniques en échange de bébés lapins. Et elle t'en demande 5, 20, 50, 120, et t'es en mode... C'est bizarre, Maros. Puis tu réalises qu'en fait, il y a des niveaux où au lieu de capturer le lapin, tu peux le forcer à aller dans le trou du niveau. Et du coup, le lapin, il se retrouve dans le niveau du dessous. Et comme ça, vous pouvez créer des nouveaux niveaux avec plusieurs lapins. Puis après, on réalise que du coup, les lapins, quand ils sont empilés, ils peuvent plus prendre les tunnels. Ils sont trop gros, ils sont tout empilés. Ils peuvent pas se squish dans le tunnel. Du coup, ça permet de ragencer aussi comment on parcourt les niveaux comme ça. Après, on réalise que avec la pioche qui permet de casser des murs, si vous cassez le mur sur les côtés des niveaux, vous arrivez sur le niveau d'à côté. Parce qu'en fait, vous avez 5 mondes dans Bun Burrows, et en fait, normalement, ils sont indépendants. Mais si vous cassez les bords du niveau, vous arrivez dans le monde d'à côté. Et du coup, pareil, vous pouvez faire transférer un lapin d'un monde à un autre. Puis tu réalises, et ça va te faire vraiment beaucoup de bébés lapins. Puis tu réalises que si 2 lapins se croisent dans un même tunnel, ils vont faire exploser le bloc dans lequel ils se trouvent, ce qui permet aussi d'ouvrir de nouveaux passages. Puis tu réalises que ces 2 lapins... Ah, celle-là, non, pardon, c'est pour la prochaine update. Elle est sous NDA. Mais vous avez compris qu'en fait, on est sur un jeu avec plein de mécaniques secrètes, de mécaniques cachées, de mécaniques méta, qui travaillent tous ensemble pour à la fin créer un tout nouveau jeu. Et quand tu combines toutes ces mécaniques, ça donne ce genre de folie. Donc on commence dans un niveau, on reprend le trou, on remonte, on casse un mur, on sort du niveau, on re-rentre dans le niveau, on casse un mur, on re-rentre, on ressort, on remonte. On arrive dans le niveau du haut. Hop, on va aller récupérer le lapin qui est dans le niveau du haut. Hop, je le micromanège, je le descends. Hop, je descends à côté de lui pour qu'il aille dans le tunnel à côté. Hop, on le redescend. Il revient comme ça. On jongle un petit peu avec lui. On le ramène.
Ah, c'était une phase un peu compliquée, il faut repasser comme ça, on casse un mur, hop, on redescend. C'était rigolo à design quand même. Et là, hop, on peut faire une première pile de lapins. Hop, maintenant ils sont 2 dans ce niveau-là. On peut peut-être récupérer le 3e en passant. Ouais, ça a l'air possible. Hop là, hop, une 3e pile de lapins. On va ramener à nouveau les lapins dans le niveau de gauche. Hop, on casse le mur ici, on refait un petit tour. Je suis toujours fasciné à chaque fois que je le vois, ce truc. On le remonte là-haut, et là, hop, qu'est-ce qui se passe? Non, je me suis trompé, ouais, c'est ça. Hop, on va dans le trou, et c'est encore après. Oh, c'est long. Ah, voilà. On voit que j'hésite quand je le refais, tellement c'est... Oui, bon, bref. Vas-y, tu peux le faire, Lénophie, je crois en toi. Lénophie du passé qui a fait la vidéo. Et là, hop, on venait vers dans le trou. On peut empiler un 4e. On va pouvoir à nouveau le redescendre pour un 5e, etc., etc. À la base, on avait plusieurs niveaux indépendants et on a vraiment abusé des mécaniques pour faire advenir ça. Et ça, spoilers, j'avais design une partie de cet échange-là de lapins, de cette pile possible, mais c'est des playtesters qui ont réalisé qu'on pouvait faire aller encore plus loin que ce que j'avais prévu. Alors, c'est quoi qui lie ensemble Bun Burrows et mes 4 autres exemples? Est-ce que c'est juste un vague sentiment d'épiphanie plus grande? Le sentiment de briser la linéarité supposée du jeu? Le sentiment que chaque pièce du jeu font partie d'un tout invisible? Bah, dites-vous que ça m'a un peu torturé l'esprit depuis des années, parce que je suis fan de jeux de puzzle, et du coup ça m'a aussi torturé pendant l'intégralité du processus de développement de Bun Burrows. Je savais ce que je faisais, mais je savais aussi que personne n'a vraiment théorisé le méta-jeu, genre tout le monde a le mot pour ça, les joueurs ils le réclament. Et ça veut aussi dire plein de choses diverses. Hein. On s'en sert aussi pour parler de brisage du 4e mur, par exemple. Les game designers, ils font du méta-jeu dans leur jeu. Genre, la plupart des gros jeux de puzzle, ils en ont. On en parlera après. Mais personne a genre un guide pour comment faire du méta-jeu, des techniques de conception, pourquoi on le fait, quels sentiments ça crée. D'où cette conf. Et moi, justement, bon déclic, je l'ai eu il y a un an. Il y a un an, j'étais à la GDC pour ma conf qui parlait de la marketabilité des jeux de puzzle. Et j'y ai assisté après la mienne à une conf de Brett Taylor. Donc c'est le dev de Limelight. Et c'est un conférencier multirécidiviste sur le puzzle design. Donc il partage des techniques de base, de conception de niveau, etc. Et sa nouvelle conférence, elle essaie d'établir un vocabulaire de conception de jeux de puzzle. Alors là, vous dites, Lénophie, elle est folle. Elle se dit, oh là, peut-être qu'il va dire un mot qui va me permettre de définir c'est quoi du méta-jeu. Est-ce qu'il peut-être quelqu'un qui va en parler? Je ne sais pas. Parce qu'elle a parlé de puzzles procéduraux en opposition à des puzzles handcrafted, des puzzles intuitifs contre des puzzles abstraits. J'ai plus accès au GDC Vault, mais genre, vraiment la conférence est vraiment passionnante là-dessus. Moi, j'étais tremblante sur ma chaise, j'attendais la moindre miette, la moindre crumbs, telle une puppy girl affamée. Et un truc qui allait pouvoir me permettre de constituer, c'est quoi le méta-jeu? Et je ne l'ai pas eu. J'ai attendu de poser une question après la conf, mais j'étais trop timide pour m'imposer, alors que tout le monde se ruait sur lui. Et quand il était enfin libre, il commençait à partir. Alors, on parle sur le chemin, et pour lui, le méta-jeu, c'est un truc flou. C'est un game designer, du coup, il m'énerve. Il comprend pas ce que je veux dire, parce que lui, il a son dogme, il lit G-Shell tous les soirs avant de s'endormir, et du coup, il est en mode non, ça n'existe pas, c'est trop des trucs différents, etc. Clairement, je le saoule. Alors, je deviens la harceleuse du méta-jeu, et je l'ai suivi jusqu'à son taxi. Au dernier moment, dépité, il m'a lâché un concept qu'il avait cut de sa conférence, il n'avait pas le temps de le couvrir. Avant de vous en parler, je l'ai illustré. Sur cette image, vous avez une boîte d'allumettes, une boîte de punaises et une bougie. Et vous devez attacher la bougie à un mur sans que la cire qui va couler ne puisse tomber au sol. Qui a une idée de comment s'y prendre? Pas les gens qui ont vu ma conf à Angoulême. Ouais. Ok, du coup, je redis pour la capta. Donc, on propose de faire un peu fondre une partie de la bougie pour la tordre et la coller au mur, etc. C'est un peu le bordel ta solution, Maros. Ouais. C'est ça. Du coup, en fait, la solution, c'est d'attacher la boîte d'allumettes. Il faut en effet se servir comme socle pour tenir la bougie. Sauf que la boîte, on n'y pense pas de base parce on la pensait juste comme un simple contenant pour punaises. On a du mal à la penser prendre part à la solution. On pense qu'aux punaises, à la bougie et aux allumettes.
Cette difficulté de réflexion, c'est pas votre faute, c'est un biais cognitif. Ça s'appelle la functional fixedness, en français, la fixité fonctionnelle. C'est un biais cognitif qui fait que les gens ont tendance à n'utiliser les objets que de la façon traditionnelle pour laquelle ils ont été conçus. Exemple, vous avez une fourchette, vous ne pensez que la fourchette ne peut vous servir qu'à manger des aliments. Et si vous en savez pour faire autre chose, genre vous gratter le dos, bravo, vous avez subverti la fixité fonctionnelle. Et ça tombe bien car en game design, on abuse de ça. On abuse de la fixité fonctionnelle. Quand on apprend à une joueuse qu'un bloc, par interrogation dans Mario, il faut se dessous pour sortir des objets, on présuppose que c'est l'usage unique de ce bloc, qu'il a été conçu pour ça, et que tous les blocs se comporteront pareil. Ça évite qu'on doive faire un tutoriel textuel qui dise « tous les blocs se comportent comme ça ». On se base sur le biais pour que les joueuses supposent que ça marchera comme ça tout le temps. Et dans Mario, on a raison. Cet héritage, cet automatisme dans le fait d'identifier des features évidentes d'identité dans un jeu, on l'a d'autant plus quand on a un gros passif de joueuses. Et on crée ce biais aussi en général dans le jeu vidéo, pas juste sur un jeu précis. Et du coup, nous, en tant que designer, consciemment ou pas, on va se baser là-dessus pour cadrer la joueuse, pour l'aider. Et du coup, c'est quoi le métajeu dans tout ça? Le métajeu, c'est la subversion de l'attente de fixité fonctionnelle. Dans The Witness, c'est l'attente que les puzzles ils soient contenus au panneau auquel ils sont contraints. Dans A Cinema is Hard to Build, c'est l'attente que la résolution soit terminée une fois que le bonhomme de neige est réalisé. Dans Can of Wormholes, c'est l'attente que les puzzles soient figés dans l'espace. Dans Baba Is You, c'est l'attente qu'une map soit différente d'un niveau. Qu'une map, c'est avant tout une map. Dans Bun Burrows, c'est l'attente que les niveaux soient indépendants et que les lapins soient liés à leur propre niveau. Tous ces jeux, ils se reposent soit sur des préacquis du genre puzzle, soit sur des croyances qu'ils bâtissent eux-mêmes de toutes pièces. Alors j'ai menti, ma définition n'est pas complète. Le métajeu, c'est l'absorption de Le métajeu, c'est la subversion de l'attente de fixité fonctionnelle à une certaine échelle. Parce que quand on joue, et ça c'est un ajout par rapport à ma conf il y a 2 semaines, parce qu'on me l'a reproché en question, donc maintenant j'ai prévu d'avance, c'est que c'est l'attente de base dans un jeu de puzzle de devoir penser en dehors de la boîte. Un bon jeu de puzzle, quand on y joue, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque niveau nous invite à réinterpréter les mécaniques, des nouvelles façons de les exploiter, etc. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est une échelle différente d'épiphanie. C'est pas pareil de réaliser que la boîte peut servir à autre chose que de réaliser que la map monde a une nouvelle fonction à part entière. Du coup, il y a une dimension d'échelle et on va voir après que c'est contextuel. Du coup, une fois qu'on a défini qu'on devait subvertir l'attente de fixité fonctionnelle, en fait, des trucs qui ont ça, il y en a beaucoup. Par exemple, on peut subvertir l'interface homme-machine. Quand on découvre un jeu, on passe un contrat intangible qui stipule que le jeu est interactible uniquement via les inputs qui ont été enseignés et dans le cadre dans lequel ils ont été enseignés. Par exemple, dans Tunic, on apprend de base à se déplacer, à taper avec son épée, et on réalise qu'après qu'il y avait des boutons... Ah, je suis désolé, ça écoute pas. Ça spoil. Et que, en fait, il y a des boutons en plus qui permettent de faire des interactions qu'on n'avait pas imaginées avant. C'est aussi tous les jeux, par exemple, des jeux comme Fez ou Animal Well, on apprend des langages manettes, qui sont du coup des façons de communiquer avec le médium qui ne sont pas enseignées telles quelles dans un tutoriel dès le début du jeu. Ensuite, on a, comme autre type de subversion, on a la subversion mécanique. Ça, c'est la partie qui peut être à plus basse échelle. C'est quand les interactions basiques peuvent provoquer des sous-interactions surprenantes et intéressantes. Par exemple, j'oublie mon exemple, non. Oui, dans Parties Paradox, par exemple, c'est le fait qu'on puisse créer des paradoxes. C'est pas non plus groundbreaking, mais ça fait sens dans le système de jeu, et c'est une interaction basique, c'est juste pousser un bloc à un endroit pas forcément prévu pour, et ça crée des nouveaux possibles. Ensuite, il y a tout ce qui s'appelle de la subversion de scope. Ça, c'est quand le jeu, vous l'avez vendu sur un scope précis, typiquement inscription. Toute la com d'inscription, c'est faite sur la partie 1 du jeu dans la cabane, et il se trouve qu'en fait, le jeu est en 3 parties. Pareil, Void Stranger, on vous le vend comme un jeu de puzzle Sokoban avec genre 200 niveaux, puis après vous réalisez que dans le bail, on peut avoir une épée, il y a des boss fights, quoi. J'ai toujours pas fini le boss, il est trop dur. Autre type de subversion, la subversion par fragmentation.
Ça, c'est... Merde, j'ai oublié, j'ai pas pris une note dessus. C'est quoi la fragmentation déjà? Ah oui, c'est quand... c'est justement, c'est quand en fait les choses sont... Tu les penses indépendamment et tu réalises qu'elles sont secrètement liées par la suite. Exemple, Case of the Golden Idol, tu as différents niveaux indépendants qui sont leur enquête propre. Et pour l'enquête finale, tu dois aller revoir toutes les différentes séquences pour avoir plein d'indices cachés pour les lier entre eux et deviner des identités qui avaient été cachées jusque-là. Subversion des objectifs, ça c'est simple, c'est un truc basique, c'est des fois dans des jeux de puzzle, il y a un objectif secret dans le niveau et tu t'en rends compte que plus tard. Par exemple, dans A Good Summon is Hard to Build, il y a un petit papillon qui spawn dans le niveau si tu l'as fait en le nombre de moves minimal, ce genre de choses. Et enfin, dernier exemple, la subversion environnementale. Ça, c'est quand, typiquement, c'est le cas dans The Witness, comme je vous ai parlé juste avant, c'est quand tu réalises que le décor, c'est pas juste un décor, qu'il a aussi une fonction dans le jeu. Donc voilà, vous avez plein d'exemples de réflexion basique. J'imagine que j'en ai plein que j'ai loupé, il y en a plein qui pourraient être plus précis que ce que j'ai donné, etc. C'est une base de réflexion. Alors attention, c'est pas un concept absolu. Il est ancré dans le temps, dans des pratiques et dans des genres de jeux. Si je vous montre un jeu de plateforme linéaire, par niveau, on peut subvertir l'attente de physique fonctionnelle si on nous force, avec des mécaniques secrètes, elle nous invite, par leur simple découverte, à tourner au début du jeu. C'est le cas de Tokitori 2+, par exemple. Mais si je fais ça dans un Metroidvania, Metroid 4, j'ai si hâte, mais par Prime 4, je ne serais pas surprise que dans Metroid Prime 4, à un moment, je vais avoir un nouveau rayon et j'attendais au niveau 1 du jeu pour ouvrir une nouvelle porte. Je m'y attends parce que c'est le genre de jeu qui est cadré comme ça. Par contre, dans un jeu de puzzle, je ne m'y attends pas forcément. Jouer à Beau Prince. De même, des formes de subversion trop communes deviennent des standards et vous n'allez plus vraiment surprendre tout le monde en les utilisant. Typiquement, mettre un langage manette dans votre jeu, c'est cool, j'adore ça, mais c'est plus vraiment surprenant. Fez l'a fait, Tunic l'a fait, Animalwell l'a fait, c'est un standard du genre. Et ça dépend aussi évidemment des habitudes des joueuses, ça dépend évidemment de leur niveau de jeu. Ça va être plus simple de surprendre des joueuses occasionnelles que des joueuses plus hardcore. Alors, comment est-ce qu'on crée techniquement du méta-jeu? Moi, ça a été simple. Dans Bun Burrows, à la base, c'était un jeu de game jam dont le thème c'était Going Deeper. Et je me suis dit, j'aimerais bien un jeu où à la fois on voulait faire un jeu de lapin comme d'hab. Du coup, on s'est dit, Going Deeper, du coup, ça va être dans un terrier, on va descendre. Mais j'aimerais bien aussi que ce soit deeper en termes mécaniques, qu'on réalise que le jeu est plus profond mécaniquement que ce qu'on avait imaginé à la base. Et du coup, dès la version de Game Jam qu'on a fait en 3 jours, il y avait déjà les lapins dans les trous et les bébés lapins. Alors, ils s'empilaient pas parce que c'était trop compliqué à faire pendant la jam, visuellement. Mais l'idée de base était là, c'était que je voulais vraiment avoir des niveaux qui pouvaient communiquer entre eux. Et dès que vous avez ça, et que ça marche, et que vous avez, je sais pas, genre, le dev de Babadook qui vient vous dire que votre jeu est incroyable, ça aide un peu à être rassuré. Et derrière, c'est juste se dire, tiens, cette interaction que vous avez imaginée, ce côté méta, comment est-ce que vous allez l'obfusquer? Comment est-ce que vous allez permettre aux joueurs de le découvrir? Et comment vous allez jouer avec? Moi, ce que je faisais dans Bun Burrows, du coup, c'est que j'ai un petit éditeur de niveau comme ça. Du coup, je peux voir qu'un seul niveau à la fois, mais je me suis créé des petites flèches en bas pour rapidement naviguer avec les niveaux à côté, les niveaux au-dessus, en dessous, pouvoir rapidement déplacer tous les tuiles dans les différentes directions, parce que à la fois, j'ai besoin de cet outil pour concevoir des niveaux qui étaient cool, qui étaient faciles pour moi de concevoir. Il y en a plus de, je crois qu'il y en a plus de 120 dans Bun Burrows des niveaux, un truc comme ça. Et du coup, de base, concevoir un niveau, c'est compliqué. Il faut faire un dev tool pour que ce soit plus pratique à faire. Parce que derrière, c'est un fichier texte qui contient toutes les tuiles. Et ensuite, pour qu'ils communiquent entre eux et que moi, je puisse assez rapidement la communication entre les niveaux, il me faut un outil où je peux rapidement switch de l'un à l'autre. Et alors là, du coup, ça dépend les écoles. Moi, typiquement, ce que je fais, c'est que j'ai vraiment créé tous mes niveaux indépendamment les uns des autres. Je les mettais autant que possible dans une bonne courbe de difficulté traditionnelle. Et je voyais qu'est-ce qui émergeait de base vers ce système. C'est-à-dire que le méta-jeu, c'est le système, de dire ok, c'est possible de casser les murs pour aller à côté, les lapins vont dans les trous, etc. Je fais mes niveaux, et à partir de ça, je vois déjà qu'est-ce qui est possible de faire. On peut déjà faire beaucoup de choses comme ça. Genre le niveau de Bun Burrows, je les mets dans n'importe quel ordre, dans tous les cas, à la fin, on aura des bébés lapins. Une fois que j'ai ça, du coup, en fait, je vais me dire, ok, là, dans tel niveau, si je retire un bloc, ça va pas changer le niveau. Par contre, ça va me mettre dans le niveau d'à côté. Et du coup, très rapidement, je vais épurer de plus en plus mes niveaux pour permettre encore plus qu'avant de l'interconnectivité possible.
Et après, c'était aussi beaucoup, j'ai beaucoup conçu mes niveaux en les mettant dans ce que j'appelais un IDs bag, où du coup, globalement, j'avais un jour une manie où je voulais faire un niveau avec des pioches, et du coup, je faisais genre 5 niveaux avec des pioches. Je les mettais à part, et je les rassemblais ensuite en me disant, tiens, ce serait cool qu'ils soient à la suite, ou qu'ils soient connectés entre eux. Et du coup, je voyais dans quelle heure de les mettre pour que du méta-jeu marche bien. Donc voilà, techniquement, comment ça marche. Pareil, vous regardez un jeu comme A Monster Expedition, donc vous avez différentes îles qui peuvent communiquer entre elles avec des bateaux, mécaniques secrètes. De base, on peut faire des bateaux un peu partout. Le designer, juste, il crée ses îles, il les place, il voit où il est possible d'aller, et il rajoute derrière selon comment ça rend. Tac, tac. Alors, au-delà de déballer mon notice sur le méta-jeu, ce genre d'approche dans le game design, ça a aussi une portée militante pour moi. Attention, la folle du méta-jeu va transformer la conférence de game design en une méta-conférence sur le game design. Hot take, le game design est une discipline réactionnaire et le méta-jeu peut être une des façons de le combattre. Et je vais vous convaincre, je vous jure. L'obsession des game designers, c'est de réussir à créer des émotions précises dans la tête des joueuses. Pour ça, il faut les cadrer, les contraindre, les influencer, les manipuler. Alors que tous les corps de métier dans le jeu vidéo s'affairent à créer des nouveaux espaces virtuels qu'on peut parcourir, découvrir, explorer, s'approprier, le rôle du game designer, ça va être de rendre aussi impensable que possible toute déviation à sa vision. On se retrouve à nos corps virtuels triturés pour qu'ils se conforment à ce que le game designer a prévu pour eux. Avoir telle émotion à tel moment, ressentir telle chose, avoir envie d'aller chercher telle récompense. Comme sous le capitalisme, les espaces communs, la rue, deviennent des lieux de passage, des vaisseaux pour atteindre des récompenses, pour atteindre des ressources. Quand j'avais donné cette conférence la première fois, j'étais à Angoulême, et c'est une ville où il est interdit de stationner en tant que piéton dans la rue sans but. Merci Xavier Bonnefond. Alors là, c'est un cas un peu extrême, mais vous voyez bien que dans notre société, notamment quand on est racisé, on n'a pas le droit d'être dans la rue sans se déplacer. Ça va amener à des contrôles, ça va amener à des abus policiers, etc., des violences. Et c'est valable aussi pour tout le monde. Si vous êtes un peu trop fou dans la rue, si vous êtes un peu trop seul, si vous êtes un peu trop bizarre dans la rue, c'est pas normal que vous soyez là. Parce que le but de la rue, c'est pas qu'on soit dedans, c'est qu'on la traverse. Et une vision révolutionnaire de l'espace commun, c'est de se permettre de se le réapproprier. C'est quand un cortège de manifs vient bloquer le trafic des voitures, qui nous paraît normal, sain jusque-là. C'est de voir qu'on peut transformer les pavés de la rue en autant de projets contre des CRS. Ça, c'est déroger à la fixité fonctionnelle de tout ce qui nous entend dans notre quotidien. C'est leur trouver des nouveaux usages où on se réapproprie cet espace. C'est, en somme, déroger à la fixité fonctionnelle de l'ordre établi. Nos jeux façonnent nos imaginaires. Vous le savez, j'ai pas à vous convaincre, on est entre gauchistes, on est entre woke, c'est très bien. Mais c'est pas qu'une question de faire passer des beaux messages, de la belle diversité à l'écran. Oh, il y a un personnage trans, il y a un personnage noir, etc. C'est très bien, je suis contente de jouer des trans. Des noirs aussi, vous inquiétez pas. Mais dans un monde qui se fascise, on doit concevoir des espaces qui, structurellement, donnent aux joueuses le sentiment de faire partie d'un tout. Que tout y est pensable, réinterprétable, que l'ordonnement des espaces, c'est pas une fatalité, et que les systèmes de règles sont tordables pour faire advenir un nouveau inattendu. Si vous voulez que je fasse vraiment ma gauchiste, je pourrais aller jusque dire que dans le jeu... Oh, j'arrive pas à scroller, c'est bon. Je pourrais aller jusque dire que dans le jeu, il se joue toujours une lutte entre joueuses et game designers, et que cette lutte, on la gagne par la pratique créative au sein du jeu vidéo, par le glitch, par le speedrun, par la performance. On a un média qui est interactif, on peut s'incarner dans un espace, alors c'est pas pour se faire balader par un mec qui se pense plus intelligent que nous, à courir après des storylines, des récompenses, des achievements. Dans Bun Burrows, j'ai certes, en tant que game designer, conçu des règles de déplacement, les règles des items, j'ai agencé des niveaux pour que des possibles existent, mais quand le jeu est sorti, je n'avais aucune idée de tout ce qu'impliquaient mes règles, de quel niveau était accessible, de combien de bébés lapins étaient créables, de quel niveau était cheesable. Mon système de jeu, c'était déjà une arme braquée contre moi pour tuer l'autrice seconde 1. La communauté, elle s'approprie l'espace de jeu au-delà de mes attentes. Elles ont conçu leurs propres outils, non pour documenter ce que moi j'avais imaginé, mais pour documenter leurs histoires à elles, leurs découvertes collectives, leur rapport à cet espace qui ne m'appartenait plus.
Et quand des joueuses réalisent qu'elles peuvent faire ça, dans un espace aussi construit, ordonné, fasciste qu'un jeu de puzzle à tableau borné à une grille, c'est peut-être là la naissance d'une pensée révolutionnaire. Et voilà. Je suis sous auto-NDA évidemment, je ne vais pas vous raconter toute ma vie de ce que j'ai prévu, mais il y a toujours du Bun Burrows de prévu. On a toujours 2 updates de prévu, dont une qui va rajouter 2 nouvelles layers de méta-jeu. Évidemment, on bosse sur du portage, etc. etc. J'ai un autre jeu de puzzle en tête, mais qui est clairement overscope pour notre petite équipe de 3, mais on va se tenir à rester 3, donc ça va prendre du temps et c'est pas grave. Ça écrit aussi des trucs lesbiens turbo badants. On espère que ça sortira avant le fascisme. En tout cas, c'est moins prise dans ma vie de tous les jours d'être une meuf bête devant une caméra sur Twitch. C'est moins stressant que celui du jeu vidéo, et c'est pas pourtant que je compte l'abandonner, mais on est là. Et donc, si tout ce que je fais vous intéresse, si vous voulez en apprendre plus sur le méta-jeu, là, ce que j'ai développé là, c'est ce que je commence à appeler de l'anti-game design. Je compte par la suite en parler de plus en plus. Je compte réfléchir autour de ça. Donc si ça vous intéresse, ou mes jeux, ou mes streams, ou mes selfies bêtes de moi qui portent des stickers ignobles, suivez-moi sur Twitter, Blue Sky ou Twitch. Voilà. Et merci beaucoup. Et je vois que comme d'hab, j'ai parlé trop vite. Du coup, il nous reste beaucoup de temps pour des questions. Une question là-bas. Test. C'est bon. Et jouez à Blueprints. Si ça vous a parlé méta-jeu là. Alors d'abord, merci pour la presse, c'était brillant. J'ai une question pour des features un peu méta comme ça. Lorsqu'on rajoute une feature qui bouleverse un peu l'ordre établi qu'on a structuré avant, comment tu fais? Par exemple, si tu as une DLC qui vient dire voilà, je vais ajouter une pelle pour creuser dans un mur et ça va accéder au niveau d'à côté, si ce n'est pas prévu de base, c'est difficile de rajouter ça après que de l'avoir conceptualisé dès le début. Donc est-ce que déjà tout est structuré de base et ensuite c'est bridé et c'est déclenché au fur et à mesure, ou alors est-ce qu'il y a des réitérations à chaque fois du corps? Moi je sais que sur Bun Burrows, j'ai pris des nouvelles mécaniques qui vont permettre d'accéder à des nouveaux niveaux qui n'étaient pas accessibles avant. Moi j'accepte le chaos dans mon jeu. C'est-à-dire que je vais ajouter des mécaniques qui vont casser le jeu, mais c'est pas ce qui m'appartient pas. Du coup, c'est les joueuses qui vont voir ce qu'elles peuvent faire avec, à quoi elles ont accès. Et tant que tout est accessible, moi je suis contente. Après, par contre, le comment, c'est plus mon problème. Et genre, typiquement, dans Bun Burrows, il y a des choses que j'ai designées pour que des piles de lapins soient possibles. Et un exemple, c'est qu'il y a un niveau où il y a 4 lapins. Et en fait, tu peux en descendre que un dans le niveau du dessous. Et du coup, après, tu peux faire une pile de 13 avec ce lapin-là. Du coup, j'avais pas prévu ça. Et du coup, les joueurs, s'ils veulent faire tous les bébés lapins possibles, ils doivent faire ça 4 fois. Pour une fois pour chaque lapin. C'est chiant, c'est réverbatif, c'est du grind. Je pourrais le fixer en modifiant un peu le niveau pour qu'on puisse descendre les 4 en même temps, mais je veux pas. Genre, mon niveau, je l'ai fait comme ça. Vous avez découvert que vous pouvez faire un truc un peu bête dedans, un peu cassé, un peu chiant. C'est votre problème. Genre, moi, j'ai créé les systèmes, ils vous appartiennent. Amusez-vous avec, quoi. Donc oui, pour le cas d'un ajout plus tard sur un DLC, c'est pareil. J'ai une idée de ce que je veux leur proposer, je vais mettre des nouveaux niveaux, de nouvelles mécaniques. Ils vont détruire le jeu avec et c'est pas grave. Comment tu comment tu appelles au méta-jeu dans Bun Burrows? J'ai vu du coup le trailer, donc il y a le petit switch à la fin. Moi j'ai joué au jeu sans avoir vu le trailer. En fait, j'ai appris qu'il y avait du méta-jeu grâce à une de tes confs. En regardant avant d'y jouer, en disant oh là, mais en fait ça a l'air trop bien. Et je pense que c'est un super argument d'accroche, le méta, surtout dans les puzzles. Et est-ce que tu as des techniques, une manière de préparer ça, ou même direct dans le jeu, les premières secondes, comment tu fais? Ouais, en fait justement c'est que
une question de la promesse qu'il y a à faire. J'en ai parlé un tout petit peu dans ma congé d'essai. Il y a la version Synki Conf trouvable en ligne, mais je vais le faire là aussi. Mais si jamais ça vous intéresse en longueur, il y a ça aussi. En fait, c'est que si vous êtes Jonathan Blow, on vous êtes connu, c'est bon, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait du méta-jeu. Vous êtes Daniel Mullins, les gens s'attendent que dans Pony Island 2, il y ait du méta, etc. Genre ça, il n'y a pas de surprise, tout le monde s'y attend. Quand on est les NoFX, c'est notre premier jeu en tout cas qui sort, parce que j'avais fait un autre jeu avant, mais bref, on s'attend pas à ce qu'il y ait du méta-jeu. Du coup, il faut vraiment faire la prouveuse de asseoir qu'il y a du méta-jeu assez rapidement. Du coup, ce que j'ai fait dans Bonne Rose, c'est que dans le monde 1, tu as un niveau lapin inattrapable. Il est entre 4 murs dans un coin du niveau, il s'appelle confiné. Paquet, t'es en mode, je peux pas l'attraper ce lapin, c'est trop bizarre. Et t'es obligé de passer à la suite. Alors les joueurs, ils ont joué à Dark Souls, du coup ils pensent qu'il y a un mur caché, ou genre tu peux faire une roulade, ou ils savent pas quoi, du coup ils appuient sur A partout comme des débiles. Mais globalement, ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Donc ils finissent par laisser tomber, ils avancent vers la suite. Et le deuxième déclic, c'est... Alors, les déclics optionnels, c'est... au début du jeu, je crois que c'est au niveau 6, il y a un niveau, il y a 2 lapins. Et du coup, de ce que j'ai vu des joueurs, il y a une chance sur 2 qui découvrent qu'on peut faire des bébés lapins à ce moment-là. Et après, pour tout ce qui est navigation, du coup, avec les pioches, etc., ça, c'est pareil, ça peut aussi arriver par erreur qu'ils mettent un lapin dans un trou. Ça peut arriver dans quelques niveaux dans le deuxième monde. Et le vrai moment où j'ai forcé, c'est au 3e monde, où à la fin, et je trouve que c'est tard, j'aurais dû le faire plus tôt, mais voilà, c'est pas grave, et le jeu a quand même marché. À la fin du 3e monde, t'as une salle trop bizarre, nouveau biome, c'est le temple, musique un peu eerie, un peu mystérieuse, ambiance église. Le lapin est inattrapable, c'est évident, genre t'as pas de recoin, t'as pas d'outils à part une pioche, mais il y a que des murs sur les côtés et des piliers. Et du coup, ça tu laisses tomber, mais du coup tu sais qu'il y a un truc de plus dans le jeu, et du coup tu reviendras peut-être plus tard quand t'en auras marre. Ou alors, t'es un joueur hardcore et t'es en mode non, ok, là il se passe un truc dans ce jeu, et en faisant plein de trucs bêtes, tu vas finir par casser un côté du niveau. Et le lapin va s'y faufiler ou toi, et là, tu es en mode ah ouais. Et quand tu réalises ça, bah, tu te dis bah ouais, je pouvais faire ça avant. Et là, c'est parti, et tu réalises qu'il y a ça dans le jeu. Moi, après, je me suis dit dans la com, j'avais dit dans la com qu'il y avait plein de méta bonne play. Parce que bah, le mot méta parle aux joueurs. La preuve, c'est sorti dans les reviews aussi. L'autre avantage que j'ai eu, c'est que j'ai touché très rapidement le plus gros youtubeur puzzle qui est Lensrock. Et il l'a remarqué, parce que du coup, il a l'œil pour ça. Et du coup, il l'a remarqué dès la démo à l'époque. Et du coup, bah, tout son public, plusieurs centaines de milliers de vues, du coup, bah, ils l'ont tous su à ce moment-là. Et ça marche aussi. Après, par contre, il y a un truc à savoir là-dessus, c'est que c'est pas grave si des joueurs passent à côté. C'est pas grave si des joueurs casus passent à côté. J'ai des streamers qui ont joué au jeu, qui n'ont pas vu ça, qui ont été au monde 2 parce que c'est trop dur, et c'est pas grave. En fait, le méta-jeu, d'un point de vue marketing, d'un point de vue cynique, il est utile parce qu'en fait, s'il est caché, les joueurs ont l'épiphanie quand ils le découvrent, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit là. Pense aussi pareil le méta-jeu de Tunic, par exemple. C'est ce qui va motiver les ultra-ambassadeurs de ton jeu. C'est que ceux qui vont le découvrir, c'est eux qui vont embêter tous leurs potes en mode « Oh putain, ce jeu, il est ouf !» Je peux pas te dire pourquoi, mais tu vas voir, c'est incroyable. Les gens ont fait ça avec Outer Wilds, avec Voice Stranger, etc. C'est pas grave que tout le monde le capte pas, parce qu'il y aura des joueurs fous qui vont le dire à tout le monde et qui vont faire des vidéos essais dessus. Il va y avoir TGA qui va être là en mode « Oh oui, la quête dorée de Tunic, etc. » Et c'est bon. Ton méta-jeu, il a vendu ton jeu, même s'il n'y a que 20% des joueurs qui l'ont vu. Bonne Rose, moi, il y a que... c'est quand même pas mal. Il n'y a que environ 5 à 15% des joueurs qui ont fini le jeu à 100% et qui auront accès à la suite, parce que la suite, il faudra avoir 100% pour avoir accès à la suite. Je vais simplifier un peu le requirement pour le DLC, mais bon, bref. Mais en soi, par contre, faire des bébés lapins ou casser des murs, on a plus d'un quart des joueurs quand même. Donc voilà. D'autres questions ? Ça peut être sur le méta-jeu, ça peut être même sur mon discours politique de gauchiste super énervante. Bah voilà, parfait. Insupportable. Hein. Super conf, merci. Est-ce que vous posez la question qui paraît être un peu à l'encontre d'avoir ce méta-jeu profond, de donner un moyen aux joueurs et aux joueuses qui peuvent être peut-être un peu complétionnistes, mais qui peuvent être impressionnés aussi par la complexité et enfin la combinatoire de ouf, de justement pouvoir parvenir à un état satisfaisant, enfin leur donner un moyen en fait d'arriver à être satisfait sans avoir forcément tout fini.
En fait, le jeu, c'est rigolo parce que selon les personnes, il est à la fois anti-TDA ou pro-TDA. J'ai des gens qui, dès qu'ils découvrent le métageux, sont en mode ah oui, non, c'est bon, non, c'est pas pour moi, là, j'ai trop de possibilités, ça m'angoisse, hein, et ils arrêtent. D'autres qui sont en mode oh, je vais tellement de trucs à faire. Ça, c'est moi sur Blueprint en ce moment. Du coup, c'est un choix de design, c'est l'expérience que je veux créer et pour le coup, là, c'est la designer qui reparle à nouveau en mode c'est ça que je veux créer comme expérience et tant pis si c'est pas consensuel, tant pis si c'est clivant, tant pis s'il y a des gens que ça les fait abandonner. Euh, je pense qu'il y a des façons d'onboarder les gens et il y a des façons de rendre le jeu digeste hors méta-jeu. Typiquement, ce que j'ai fait dans Bonne Rose et que fait aussi Blueprints, c'est les crédits, tu les mets très tôt dans le jeu sur un objectif qui est très simple. Du coup, les joueurs quasi ont le sentiment d'avoir fini le jeu alors qu'ils ont juste fait le tuto. Bonne Bureau, c'est pareil. Tu as les 5 mondes de base, tu les finis, tu as le tuto, enfin, tu as les crédits dans le sort pour remonter, et tu peux t'arrêter là. Puis là, je te dis, mais Maros, il y a des bébés lapins, il y a une salle en -27, il y a des enfers, il y a un temple, va faire des trucs. Mais au moins, tu peux donner le sentiment de complétude aux joueurs qui ne comptent pas tout faire et quand même t'arrêter là. Pareil, genre Fez, tu as des crédits quand tu as tous les cubes de base. Tunic, tu as les crédits quand tu as battu le boss final, tu vois. T'as pas besoin de faire tout le méta-jeu pour avoir le sentiment d'avoir tout fait. Et c'est que les gens à qui ça va parler qui vont s'y atteler, quoi. Mais du coup, t'es un auteur. Tu viens de le dire. C'est Bah ça oui, l'expérience mais je que sais, tu veux créer. mais je sais très bien. Mais en fait, c'est qu'en fait, je sais très bien que je sais très bien que ma démarche, c'est une démarche d'autrice en mode, j'ai envie de, là, quand je dis que le méta-jeu c'est un acte révolutionnaire, etc. Parce que je veux que les gens aient cette pensée-là. En fait, ça reste de la lutte politique de faire ce genre de jeu-là, de se dire que je veux que les gens pensent comme ça. Et du coup, oui, je me vois autrice dans cette démarche-là. Et quand je fais de l'anti-game design, j'attaque plus le côté genre académique, traditionnel du game design en mode On l'apologie attaque tous Jesse Shell. c'est ça, l'apologie du juice, l'apologie de Jesse Shell, ce genre de choses-là. Évidemment, je reste game designer, mais actuellement, j'aime pas le mot parce que le mot, ce mot-là, il est un gage de pouvoir dedans, c'est un gage de quête de légitimité dans des milieux bourgeois, etc. De genre, c'est ça l'art dans le jeu vidéo, c'est le côté game design. C'est un outil de domination dans les studios aussi, parce que c'est game designer qui a toujours la parole finale pour faire cruncher les autres, etc. Et que du coup, je me revendique pas game designer à cause de ça, mais techniquement, je sais que ce que je fais là, ça reste du game design. Ouais, je capte. Mais moi-même, quand je dis aux gens que je suis game designer, je m'excuse après. Non, mais du coup, je me demandais, en termes d'organisation du travail, vu que vous êtes 3 à Bunstack, je me demandais un peu comment ça se passait, qu'est-ce que c'était le mot des autres sur... notamment sur cette histoire de méta-jeu, c'est moi qui donne des confs. Hein. De quoi? C'est moi qui donne des confs, du coup peut-être que c'est horrible en fait à Bunstack. Non, du coup ce qui se passe c'est que typiquement le concept de Bonne Rose c'était Paquette et Herbie parce que c'était 2 fans de Pokémon alors que moi je déteste Pokémon. Du coup je vais inspiré du jeu du canard Tichot de Pokémon Earth Gold je crois, je m'en fous de Pokémon. On a une démarche entre guillemets très horizontale où du coup juste on échange beaucoup et en même temps on se fout un peu la paix en mode genre on sait chacun ce qui nous fait kiffer dans la création et du coup Pâquerette, je lui dis tiens ce serait bien qu'on ait un biome fantomatique, démerde-toi, et Pâquerette ça lui plaît en mode oh oui je vais cook, et moi c'est pareil genre Herbie et Pâquerette aiment proposer des idées mais ils sont en mode oh faire les niveaux et faire les règles c'est ton problème, tu te débrouilles, et du coup on se marche pas dessus trop comme ça. Le seul problème qu'on a eu une fois c'était sur la fin de la prod où j'étais un peu trop la game designer folle qui voulait overscope, et tout ce que je voulais mettre là en update, en fait, il devait être dans le jeu de base et on l'a cut. Et on avait fait parce que du coup, ça fait 2 ans que le jeu est sorti, c'est pas encore là. Et du coup, c'était là pour le coup, il y a eu une petite lutte entre moi et Pâquerette dans la prod. En mode Pâquerette est en mode non, Lénofi, tu casses les couilles. On sort le jeu et tu arrêtes avec ton méta-jeu. Et en fait, et c'est là aussi où moi je suis militante du fait de pas avoir de studio parce que du coup, j'avais pas de pouvoir sur Pâquerette. Je pouvais pas forcer Pâquerette à faire les trucs pour moi. Du coup, on était obligés de négocier ensemble. Et à la fin, Pâquerette a gagné, et c'est très bien comme ça. Et du coup, oui, le jeu, il a été ship grâce à ça, quoi. Du coup, oui, branchez-vous Scope ou branchez-vous Artist Auteur, quoi. Parce que comme ça, toute la symbolique, tout le pouvoir que vous donne le rôle de game designer, c'est pas un pouvoir que vous avez institutionnel au sein d'un studio, quoi.
Genre au moins vous avez pas cette contrainte-là sur votre équipe, quoi. Merci beaucoup pour la conférence, même si mon côté un peu académicien est en sueur actuellement. On va se taper à la sortie. Bah, c'est possible. Mais du coup, j'ai une question qui paraît un peu bête. T'inquiète. Quand tu as sorti le jeu, le nombre de bébés lapins, tu le connaissais? Non, Ok. non, il était Ok. beaucoup plus élevé que ce que je pensais. Eh ben, donc, du coup, je suis encore plus en sueur maintenant. Ok. Ouais. Et du coup, et pareil, du coup, l'achievement, avoir tous les bébés lapins, c'est tous les bébés lapins que moi je savais. Et je le changerai pas. D'accord, donc en fait, il y a des joueurs qui ont obtenu le trophée tous les bébés lapins, Ouais. mais tous les bébés lapins, c'est Non. pas tous les bébés lapins. Et Ça en fait mal, c'est hein. encore plus méta. Ça fait mal, hein. Waouh. Alors, c'est ça le méta-jeu. Ouais, c'est ça le méta-jeu, ouais. Spoilers, les joueurs avaient même... j'avais volontairement exprès mis un lapin inattrapable quand même, parce que c'est un truc que je voulais débloquable par les mécaniques qu'on débloque plus tard dans le jeu. Ils l'ont quand même attrapé. Ça, j'avoue, là on va être d'accord, j'ai quand même patch pour les empêcher. Genre, il y a un truc que je n'aurais pas conseillé, c'était le lapin inattrapable. Et ils m'en veulent beaucoup pour ça. Et ils ont raison, hein, c'est ça la lutte des classes. Hein. Merci pour la conférence, c'était super intéressant aussi. Je suis pas habituée perso à des jeux de puzzle comme ça et tout, et en fait ça m'a fait penser à des jeux comme Outer Wilds. Ouais. Et il y a un terme que je connais qui n'a pas été mentionné, je sais pas du tout si c'est la même chose ou quoi, c'est le terme de gameplay émergent. Est-ce que du coup c'est lié à ça? Est-ce que c'est autre chose encore qui peut être aussi intéressant de ton point de vue du game design et tout ou... Pour moi, oui, clairement, le gameplay émergent fait un peu partie de ça. Alors du coup, j'ai pas encore réfléchi, donc je peux pas te faire une réponse propre, etc. Et tout, mais oui, ça s'inscrit là-dedans de fou, ouais. Après, le truc, c'est que gameplay émergent, souvent, c'est un truc qui reste designé, tu vois, et qui est là pour un but précis. Typiquement, tu vois, genre, on peut pas de gameplay émergent pour genre des synergies entre des objets, par exemple dans Tears of the Kingdom, tu vois, genre en mode tel objet est métallique et je mets un truc électrique au bout, etc. Et ça fait des interactions, etc. Mais en général, du coup, ça reste cadré vers un but précis et la réappropriation pour en faire autre chose que ce qui était voulu à la base, elle est quand même assez limitée. Et que du coup, pour moi, c'est une forme de méta-jeu faible. Je parle en termes de qualité, mais je parle en termes de à quel point ça remet en cause le système complet, quoi. Ok, merci. Est-ce que Alors, déjà, merci pour la conf, c'était très chouette. Et je me disais, en fait, tu parles beaucoup de game design et dans quoi ça force un peu les joueurs et joueuses à faire, ou joueuses, comme tu préfères dire, à faire des choses spécifiques. Est-ce que la fin de ça, c'est pas justement les jeux qui sont plus des boîtes à outils que des jeux en tant que tels? Ah oui, de fou. Hein. Branchez-vous Fortnite, branchez-vous Roblox, c'est des vrais espaces de création. Branchez-vous Minecraft. Je pensais même à des trucs comme Townscaper, par exemple. De fou. Ça marche. Mais après, c'est pareil, c'est que je suis quand même pas d'élu que, tu vois, genre un Townscaper, ça reste pour moi genre un jeu, parce que même si tu laisses en fait, c'est qu'en fait, genre, là, je vais vouloir abattre tous les jeux vidéo, tu vois, parce que genre, il y a ce truc que genre, même dans Townscaper ou même dans des jeux comme Tiny Glade, finalement, ok, t'as une créativité qui est permise, mais elle est cadrée, et à la fin, le but, c'est de créer une ambiance cosy, tu vois. Et que genre, il y a... La réappropriation, elle reste quand même limitée dans cet espace-là, parce que, t'as les outils mis à disposition, tu fais un beau diorama, mais à aucun moment, genre, tu casses le jeu, à aucun moment tu le réappropries intégralement, comme tu pourrais le faire avec du speedrun, du glitch, du modding, etc. Tu vois. Mais c'est quand même une version plus avancée que ce qu'on a habituellement avec des jeux narratifs, avec des jeux cadrés, etc. Quoi. Puis moi, je trouve que les jeux Wholesome, c'est le déjà la fascisme, mais c'est pour une autre conférence. Ça. Merci beaucoup.